Sin comentarios. Un programa de Rubén Ramos Nogueira para Emisiones Cacatúa que se emite en Teatrón. La performer francesa Annelise Legac inauguró el ciclo Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda del espacio Ñam Ñam en el Poblenou de Barcelona en enero del 2014. Aprovechando que Annelise pasaba unos días por Barcelona para participar en una competición de bike polo, que es un deporte que ella practica, quedé con ella para hacerle una entrevista para que nos hablase un poco sobre su participación en ese ciclo y sobre bike polo y cualquier otra cuestión que le apeteciese charlar conmigo. Como Annelise habla mejor el francés que el castellano y yo chapurreo un poco el francés, la entrevista la hicimos en francés. Raconte-moi cette histoire du polo. Du polo? Du bike polo. Ah. Tu joues à ça? Alors, ouais, j'ai commencé... en fait, juste pour resituer, à la base, j'ai fait une école d'art. Oui. Beaux-Arts. Beaux-Arts? Une école des Beaux-Arts Beaux-Arts. à Strasbourg. Et puis je faisais de la performance. Après, j'ai vécu 3 ans à Paris. Et ah oui, pourquoi pas. Ouais. Tu veux? Je fume pas vraiment, mais là c'est bon. Ok. Merci. Oui, donc j'ai été à Paris. Et pour travailler. J'avais fini mes études et continué à faire des performances. Et quand j'ai fait mes études justement à Strasbourg, je suis partie 1 an aux États-Unis. C'est là que j'ai rencontré Ariana. Juste pour donc Ariana, on s'est rencontrés en 2006 et on a commencé vraiment à faire des performances toutes les deux. Enfin, vraiment à travailler proche. C'est pour ça que c'est avec elle, on se voit pas, mais c'est comme, tu sais, tu la vois, c'est comme la famille presque. Bref. Et du coup, je suis partie à Paris et Paris, ça m'a un peu oppressée au bout d'un moment. Et mon travail commençait à être très, trop discursif, très avec les mots, beaucoup. Et ça me manquait d'avoir des trucs physiques, donc je suis partie à Angers. J'ai tenté un concours pour faire un master dans une école de danse contemporaine à Angers. Donc c'est une ville à côté de Nantes, c'est nord-ouest. Et ça a marché parce que c'était un master très ouvert et qui voulait profiter d'avoir des gens qui viennent des beaux-arts, enfin des arts visuels, du théâtre, de la danse plus classique, entre guillemets. Et donc de créer un groupe de 12 personnes, artistes, chorégraphes,
voilà, qui voulait être là pour faire des projets, mais des projets hybrides. Et donc j'ai passé 2 ans là-bas, et à la fin de la première année, comme l'école à Angers avait un partenariat avec l'école des Beaux-Arts d'Angers, on travaillait aussi là-bas, j'ai rencontré 2 garçons qui étaient étudiants aux Beaux-Arts, mais qui jouaient au polo. Et moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais en polo, au bike polo. Oui, au bike polo. Mais je dis polo parce que maintenant, pour moi, c'est le polo. Et un soir, on sort, et puis on était amis avec la petite copine d'un des joueurs. Et elle me dit « Ah, mais on peut aller voir Ronan et les autres jouer. » On y va. Et en fait, les mecs nous disent « Ah, les filles, mettez-vous sur les vélos, il faut essayer. » Et en fait, on a fait une fois, on était avec une autre copine de la formation danse, là. On a fait une fois, et après, on est retourné tout le temps. Tout le temps. Ouais. Après, moi, à la fin, on faisait du polo 3 entraînements par semaine. C'était des entraînements qui durent 3 heures. Enfin, c'était un peu l'addiction. Et ça m'a permis de faire autre chose que d'être dans l'école de danse, enfin, de travailler. On écrivait aussi beaucoup parce qu'on a écrit un mémoire. Et justement, mon mémoire, il traitait de est-ce qu'une performance vernaculaire aujourd'hui, ça existe? C'est-à-dire, est-ce que un geste et le contenu d'une performance, on peut le trouver, par exemple, juste en prenant ce contexte-là. Et ça posait la question du lien qu'il y a entre le global et le local. Donc le glocal, qui est un concept dans le management, mais qui est en fait... moi, en tout cas, la question du vernaculaire et du matériau que tu trouves sur place et l'économie que ça a, c'était ça la question du mémoire, et c'est ma question dans la performance aussi. Mais ça avait un rapport avec le polo? Et alors, en fait, au début, je faisais pas de lien. Au début, tu joues au polo, tu réfléchis pas, c'est tellement technique au début, c'est tellement compliqué de tout gérer en même temps que tu réfléchis pas à qu'est-ce que c'est ce sport. Mais en fait, il y a un sport qui est vraiment DIY, do it yourself, tu sais. Et il y a une partie de mon mémoire, c'était apprendre en faisant. Donc, et questionner la pédagogie dans une pratique. Et parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé le polo, je suis partie aussi pendant 1 mois et demi au Canada pour apprendre à construire des maisons en matériaux naturels sur des îles de hippies anarchistes total, hyper vraiment indépendants. Où ça? Dans la baie de Vancouver, sur les îles du Golfe, voilà, en face de Vancouver. Et c'est vraiment une communauté, en fait. Et donc, toute cette question-là ces questions, elles portent aussi sur des fonctionnements communautaires, en fait. Parce que si tu veux une économie du local, il faut créer des groupes. Ça marche très peu si tu es tout seul. Et donc, parce que la matière, il faut la générer, et on la génère en général par l'activité de plusieurs personnes. Et en fait, le polo, ce qui est drôle, c'est qu'en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était un sport qui marchait comme ça, en fait. Il y avait un lien énorme avec comment j'avais appris à jouer au polo et comment j'avais appris à construire des maisons au Canada. C'est-à-dire qu'en fait, on te met directement dans la situation, et il y a toujours des gens plus expérimentés qui regardent sans trop te dire des choses. Ils te disent pas avant comment il faut faire. Ils te montrent, tu les regardes, et c'est vraiment un travail d'observation, d'imitation. Finalement, c'est un peu comme les enfants, tu vois, comme fonctionnent les enfants quand ils apprennent les choses comme ça. Et sauf que c'est lié quand même à une technique particulière.
Et donc, il n'y a pas tellement de... C'est très oral, mais il n'y a pas tellement de rapport à une règle particulière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, mais après, toi, tu inventes aussi tes manières de faire. Et le polo fonctionne comme ça. Et exactement comme j'ai pu le trouver dans la performance, dans la construction des maisons ou dans le polo, c'est qu'une fois que tu as acquis une expérience, tu deviens toi-même celui qui va enseigner au nouveau. Et en fait, ça tourne à l'infini comme ça. Et c'est comme ça que le groupe vit aussi. C'est parce que les chefs sont éphémères. Et donc, il y a un fonctionnement qui est basé sur un truc de l'éphéméralité hiérarchique, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une idée politiquement, j'y crois beaucoup, en fait. J'y crois. Au-delà de l'art, tu vois. Enfin, au-delà de l'art. Oui, partout. C'est des choses qui m'intéressent. Et voilà. Et donc le polo, pour moi, c'est un sport. Au-delà du fait que ce soit un sport, c'est une pratique. Et pour moi, ce mot, il est important dans la pratique. Parce que je pense que quand tu as une pratique et qu'il y a un truc de répétition, si t'es pas trop con, bête, je sais pas, trop à l'ouest, quoi, tu peux réfléchir sur le fait qu'une pratique, elle est mouvante et mouvante dans tous les sens du terme. Et ce mouvement-là, je pense que c'est ça qui me plaît en fait, dans le fait de dire j'ai une pratique. Donc, j'ai une pratique de polo, j'ai une pratique de construction de maison. L'art est une pratique dans ce sens-là en fait. Et voilà. Et donc le polo, il n'y a pas de... Bon, je mets par terre. Oui. C'est pas très... Je crois pas. Et tu viens à Barcelone parce qu'il y a une rencontre, une compétition? Ouais, en fait, dans le sud de la France, moi j'habite à Marseille. Mm-hmm. Et dans le sud de la France, les clubs, enfin même en fait dans plusieurs régions en France, t'as ça s'appelle des ligues. Donc dans le sud, c'est la Ligue du Soleil. Et le principe, c'est que tous les mois, une ville qui a un club accueille les autres clubs pour organiser un petit tournoi qui est comme c'est entre l'entraînement et le tournoi un peu solide, quoi. C'est pour faire progresser plus, parce que les tournois sont toujours des moments d'apprentissage total. Et puis puisque c'est l'occasion d'aller dans d'autres villes pour jouer, quoi, avec d'autres joueurs que ceux de ton club. Et puis encore une fois, comme c'est une communauté vraiment, ça permet parce que les gens sont des joueurs et amis, enfin on devient assez vite proches. Et du coup, là ça faisait assez longtemps qu'à Barcelone ils n'avaient pas fait de Ligue du Soleil. Donc ils en ont fait une et moi je pouvais être là et j'ai joué avec 2 joueurs de Toulouse. Parce qu'à Marseille il n'y a pas de polo et je suis en train de monter un club justement. Donc c'est pas facile de faire jouer les gens, mais j'ai espoir. Donc, voilà. Mais où est-ce que vous jouez? Parce qu'Ariana, elle m'a dit que ça sera dans les 3 Chimenois. Oui. Mais c'est un parc. Ah oui, c'est un parc, ouais. Un parc public. Oui. J'habite à côté. Ah d'accord. Oui. Et quand t'as alors pour les tournois comme ça, soit le club joue là où ils ont l'habitude de s'entraîner. Donc en général, tu trouves des terrains en bitume de basket, des cities, comme on appelle des city stades, quoi. Mm-hmm. Ou alors, et là, Barcelone a organisé un truc un peu spécial. Tu demandes à la mairie si sur 2 jours c'est possible de prendre cet endroit-là, donc dans le parc,
pour organiser un tournoi de polo. Et puis la mairie dit oui, banco, et voilà, ça se passe assez simplement. Quand la mairie, elle est au courant qu'il y a ce sport qui existe et tout ça, en général, ils sont assez ok pour laisser les joueurs organiser. Parce que ça représente presque rien en termes d'économie, tu vois. On se paye nous-mêmes nos tournois, enfin voilà. Il n'y a pas vraiment de grosse organisation. Donc voilà. Combien de gens il y a en équipe? 3. Ouais. C'est 3 contre 3. 3 contre 3, ouais. Et ça, c'est la base. Après, tu as des tournois un peu exceptionnels. Quand, par exemple, la Saly du Sala, à côté de Toulouse, ils ont un club, ils ont un tout petit terrain. Du coup, eux, ils organisent un tournoi tous les ans, mais c'est 2 contre 2. Mais sinon, c'est 3 contre 3. Et sinon, tu as aussi un autre format de tournoi qui s'appelle le bench. Et là, c'est des matchs plus longs. Et en fait, c'est des équipes de 6-7 joueurs, un capitaine, et qui envoie toujours 3 personnes à tourner, tu sais, sur le terrain. Et ça peut durer jusqu'à 30 minutes. Mais sinon, un match, c'est 10 minutes. 10 minutes? Ouais. Sans interruption? Non. Enfin, s'il y a un problème technique, on fait une pause, mais il n'y a pas de... Ouais. Après, quand tu as des finales de gros tournois, ça peut aller jusqu'à 20 minutes et tu as une pause au milieu. Et les ballons? C'est une petite balle comme ça, en plastique dur, comme les balles de street hockey. Ouais. Roller hockey, c'est les mêmes balles. Et on a un maillet. Donc ça aussi, à la base, tu fais ton maillet toi-même très simplement. Tu prends un bâton de ski, tu le coupes à la bonne longueur. Tu prends un tube en plastique dur de canalisation que tu trouves sur les chantiers. Tu le coupes, il est à peu près grand comme ça. Et puis au bout, tu enroules une chambre à air, tu scotches et puis tu as un maillet. À la base, un maillet, ça coûte 1 €, quoi. Et tu peux jouer avec n'importe quel vélo au début. Après, maintenant, le sport se développe, les joueurs deviennent super bons. Il y a des joueurs de polo qui sont des fabricants de vélos pour le polo maintenant. D'ailleurs, il y a une marque à Barcelone qui s'appelle Pelo del Malet. Et donc, ils seront là au tournoi. Et eux, maintenant, ils fabriquent des vélos, des maillots, des équipements. Mais c'est encore un sport qui n'est pas fédéré. Donc, c'est un sport mixte. Et puis, les règles continuent de changer. Enfin, voilà, ça n'arrête pas d'évoluer. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup aussi. C'est un sport qui n'est pas figé. Et voilà. Après, j'allais dire la proportion des femmes qui jouent est très petite comparée aux mecs, surtout en France. Au Canada, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de femmes déjà. Mais voilà, on voit de plus en plus de filles jouer en France et tout ça. Mais c'est un sport qui est un peu violent parfois et du coup, je pense qu'il y a un a priori, tu sais, un truc un peu genre... Et on essaye de dire, mais que c'est pas un sport nécessairement violent en fait. Mais violent parce qu'il y a des contacts physiques. Il y a des contacts, tu tombes du vélo, ça va vite. Et il y a des contacts. Et c'est sûr que, tu vois, moi, j'ai fait 1m60. Enfin, je suis petite. Donc, quand je joue sur un même terrain avec des mecs qui font 1m95 et qui sont comme ça, oui, c'est complètement inégal en termes de taille, de force. Mais du coup, je sais pas. Moi, ça me pose aussi plein de questions, tu vois, au niveau un petit côté un peu, je
je sais pas, la question du féminin et du masculin dans ce genre de rapport physique aussi, tu vois. Et comment tu changes ton jeu et comment tu t'adaptes, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il faut aussi beaucoup que je m'adapte si je joue avec quelqu'un, un garçon qui est plus petit ou un garçon qui est plus violent. Je suis tout le temps obligée de regarder comment ça joue. Et des fois, tu vois des mecs qui, effectivement, ne regardent pas ça parce qu'ils ont toujours été plus grands, plus hauts, plus forts. Et il y a un truc comme ça, tu vois, un rapport physique qui aussi est assez révélateur des fois de comportements qui sont pas pensés, quoi. Tu vois, genre certains mecs, je les vois, je me dis putain, eux, dans la rue, ils ont jamais eu la question à se poser de mince, je suis plus faible là, j'ai l'air plus faible que lui, donc comment je réagis? Et finalement, moi, comme beaucoup de filles, on a déjà eu cette question à se poser dans la rue, à différents moments. Et c'est des questions que tu te poses sur un terrain de polo aussi. Tu vois, genre, ouais, il est plus grand et plus gros, plus fort, comment je fais? Sans partir en courant, tu vois. J'abandonne pas, je trouve des solutions. Ça m'intéresse, ça. C'est un truc qui parce que je pense pas qu'il y ait un essentialisme en fait dans le corps, tu vois. Pas parce que j'ai moins de muscles que, tu vois. Et le polo, il pose ces questions-là parce que c'est un sport mixte, qu'il y en a très peu des sports mixtes comme ça, des sports d'équipe mixtes, ou alors des trucs assez underground, comme on dit, des trucs. Mais il y a très très peu de sports mixtes, si tu regardes. Et voilà. Donc ouais, pour moi le polo, ça m'inspire même au-delà du sport, quoi. Humainement, il se passe plein de trucs. Voilà. Mais ça n'a pas aucune relation avec ton travail dans le Niam-Niam, n'est-ce pas? Non, j'ai pas fait de lien direct. Ce que j'ai fait. Mais tu pratiques ça depuis combien d'années? 1 an et demi. Seulement? Ouais. Ah, ok. Ouais, parce que en plus là, je suis arrivée à Marseille et il n'y avait pas de polo, donc j'y suis depuis fin février, donc c'est dur parce que du coup je m'entraîne, j'essaie de continuer, mais je m'entraîne beaucoup toute seule. Donc là, pour le coup, ça devient assez technique ce que je fais. Mais sinon, j'ai fait vraiment 1 année et demie de vrai entraînement de polo. Ce que j'appelle régulier et en travaillant le polo pour être plus à l'aise. Ouais. Mais ça prend très vite c'est assez addictif. C'est aussi addictif parce que tu es avec des gens avec qui tu partages beaucoup de choses, quoi. Et puis ça m'a permis de sortir de mon réseau artistique. Tu vois, je jouais avec des gars, parce que c'était beaucoup des gars, mais il y en a un, il est étudiant en médecine, l'autre, il est électricien, mécanicien pour les voitures, les motos, l'autre, il est charpentier, l'autre, il est apprenti coiffeur, enfin. Après, il y a beaucoup ça reste dans le réseau hipster aussi à fond, tu vois, parce qu'il y a la culture du pignon fixe, tu sais, le pignon de la... C'est les vélos qui ont un seul... C'est un truc très à la mode, fashion. Mais après, le polo garde le truc où on fait nous-mêmes les choses. Donc, c'est des hipsters
anciens, on va dire, Oui. la première génération. Punk. Des Tu hipster connais punk. le travail de le Conde de Torrefiel? Le Conde de Torrefiel. Ils sont des artistes qui ont été aussi dans les Niam Niam. Ouais. Les mois. Ah, j'ai vu sur juin. Facebook, ok. Ouais, mais Ouais. je crois. Oui. Ils ont une pièce dans une pièce scénique Ouais. dans laquelle il y a une. Comment dire? Ils jouent au basketball. Ils ont une. Un panier. Panier? Panier. Panier? Ouais. Ok, panier. Ouais. Et ils jouent 3 contre 3. Et je crois que. Bon, la plupart de la pièce, il y a des gens qui jouent au basketball. Et les gens voient un match. De basket. Oui, Ouais. mais il y a aussi. Mais c'est dans un théâtre. Oui, oui. Un théâtre ou un musée ou des choses C'est comme pas ça. sur un terrain de basket. Non, non, non. C'est le terrain de basket qui vient Ouais. dans la salle. Et pendant qu'il joue, il y a des mots, il y a un speech, et il y a de la musique, et il passe des choses. Il y a une petite chorégraphie aussi avec ça. Mais le reste, tu écoutes des mots, un discours sur quelques thèmes, mais tu vois un match de basket, oui, et un match improvisé, comme tous les matchs. Ouais, bah oui. C'est pas réglé. Oui, oui, oui. Et bon, j'ai joué avec eux. J'ai joué aussi dans une performance Ouais. avec eux, 2 performances, mais j'ai joué avec eux toute la semaine aussi. Ah, en Depuis, entraînement. oui, pas un entraînement, mais on a un rendez-vous pour aller jouer au basketball dans la rue, dans comment on dit, le train, Le terrain. oui, qu'il y a dans les rues à, Oui, à comme Barcelone. un city stade. Oui, Ouais. comme ça. Street basket. Ah, Oui. trop bien. Street basketball. Street On dit de basketball, ça. ouais. Oui, c'est la même histoire que. Bah oui, c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Et on a parlé beaucoup de ça, de sport collectif, de toutes ces questions que tu parles maintenant, hein, du rapport qu'on a avec les copains et avec les Ouais. contraires, et la compétition. Le créateur, un des créateurs de El Conde de Torrefiel, cette compagnie-là, Ouais. il dit qu'il a des problèmes pour gagner. Parce qu'il ne veut pas gagner un autre. Tu vois? Ouais. C'est une compétition, mais ce qu'il aime, c'est de jouer, C'est de jouer. faire des choses belles. Et maintenant, quand tu joues dans une compétition, tu dois en gagner. Tu dois. Gagner le Si- match. oui, si tu gagnes, il perd. Ouais. Donc il a peine pour l'autre. Et des fois, il ne veut pas la marquer. Ouais. Oui. Parce que il n'a pas l'instinct assassin. Ouais. Au compétitif. Compétitif, Ouais. oui. C'est ça. C'est marrant. Et c'est drôle aussi de trouver cette perspective à toi qui vient de la performance, Ouais. de la danse aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la danse qui n'aiment pas le sport. Les sports. Oui, Ouais. et le sport de compétition, le C'est sport vrai. d'équipe et Ouais, tout ouais, ça. ouais. Dans- Et je crois qu'il y a des rapports, des choses dans les sports d'équipe qui tu ne trouves pas dans une autre situation. Complètement, ouais. Moi, justement, ça m'intéresse vraiment. Parce que bon, moi, quand je joue, quand je fais des tournois, je veux gagner. Et voilà, Oui, oui. c'est une compétition, donc Oui, je c'est normal. prends le parti d'être là C'est un pour rôle. gagner. Oui. Et en fait, effectivement,
dans tout le reste de ma vie, j'ai jamais cette situation-là. Où en fait, parce que finalement, j'ai pas été éduquée dans un système comme ça. Mes études, c'était pas du tout ça, parce que quand tu es en école d'art, il n'y a plus les notes. Tu sais, tu n'as pas de notes vraiment. Tu deviens potentiellement artiste. Donc, tu vois, c'est plus du tout un rapport de « Ah, tu as fait cette sculpture, tu as 12 sur 20, moi j'ai fait celle-là, j'ai 17. » Non, ça marche pas comme ça. Et du coup, quand j'ai recommencé le polo, quand j'ai fait du polo, j'ai de nouveau eu cette sensation qui, moi, je trouve très légère de l'enfance, où le rapport à la note, donc le match que tu gagnes ou que tu perds, finalement, il est hyper important, mais juste dans le présent. Une fois que le match est fini, tu vois, tu rentres chez toi, c'est pas parce que tu as perdu tous les matchs que c'est mauvais socialement, tu vois. C'est ça que j'aime avec... Alors que le système de l'école traditionnel, en France en tout cas, ne marche pas comme ça. Si tu as 0, c'est nul. Et en sport, si tu as 0, c'est nul sur le présent. C'est hyper décevant, mais ton rapport à l'autre, à la société, finalement, il change pas. C'est pas grave, en fait. Oui. Enfin, quand le sport est un jeu que tu pratiques comme ça. Après, quand tu es professionnel du sport, c'est différent. Mais dans l'amateur, quand tu es amateur de ça, tu n'es pas un professionnel, oui. Mais quand tu finis un match, si tu as perdu, tu es plus triste. Si tu as gagné, tu es plus contente. Toi? Je peux avoir ces sensations-là, mais elles sont très... là, encore une fois, elles sont très éphémères, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, je trouve que dans le sport, il y a un rapport au présent qui est très fort, quoi. J'adore ça. Il n'y a pas d'histoire, tu vois. Pas tant que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être mal, jouer nul au polo, et demain, gagner tous les matchs. Parce que, voilà, il y a une dimension psychologique, physique, forcément. Mais c'est ça que j'aime, en fait. Et je trouve... Moi, ça m'intéresse... ce rapport-là, enfin, tu vois, il y a un enjeu, il y a une importance, il n'y a que ça. Quand tu joues un match, tu veux que ça. Plus rien vraiment autour. Et puis une fois que c'est fini, voilà, c'est bon, ça va. Et finalement, dans d'autres activités, j'ai pas... Tu ne trouves pas ça? J'ai pas tant trouvé que ça. La danse ou la performance, pour moi, c'est très très différent. Bon, et puis après, il y a la dimension collective, tu vois, de construire un jeu ensemble. Et le fait d'être en communication avec l'autre par le jeu et non plus par les mots, le discours, ça aussi c'est... Je crois qu'il y a une chose dans les sports de compétition, même si tu pratiques ça comme amateur, qui aide à cette sensation, que c'est qu'il y a un but. Un but, Oui, et un but collectif. C'est un but précis. C'est ça. Il faut mettre la balle dans le baguet et il faut gagner. Et même si ça, pour toi, il n'a pas très d'importance, mais c'est... Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Oui.
Et quand tu fais de la danse, ou la musique, ou quelque chose comme ça, il n'y a pas ça. Non. C'est plus ouvert tout. Ouais. Donc, en principe, c'est mieux parce que c'est plus liberté, plus de liberté. Oui. Mais c'est pas comme ça. Ouais. Peut-être qu'il y a plus de liberté quand tu as un but très précis et tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ça, mais on ne sait pas comment le faire. Et chaque fois, ça va être différent et tu as très de liberté pour faire ça. Ouais. Mais il faut faire ça. Ouais. Donc tout le monde visage un objectif. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que pour moi, c'est hyper important dans ce que je fais dans mes performances. Et si on revient sur Niam Niam, j'ai pas tellement... je pense... Enfin, ce que... Oui, tu as vu le truc, la performance que j'ai fait. La première fois, j'y arrivais en retard, mais peut-être 5 minutes. J'étais j'étais pas satisfaite de moi parce que je n'avais pas, finalement, je n'ai pas respecté ce que je m'étais fixé publiquement. Parce que pendant toute la semaine à Niam Niam, moi j'avais dit à Ariana et Inaki, je viens pour faire du pain. Donc je m'étais fixé juste ça. Je fais pas vraiment de pain, chez moi, je mange pas trop de pain. Enfin bon. Mais quand même, le pain en France, c'est aussi, tu vois, c'est très fort. Tu vois, genre, tout le monde mange du pain, voilà, partout. Et je me suis dit, mais bon, Niam Niam ouvre un nouveau cycle autour de la performance et du fait de faire de la cuisine, manger. Donc je m'étais dit, on va prendre la base et puis on va travailler finalement le pain qui touche à peu près toutes les cultures. Et là, tu te dis, je m'étais dit, il y a un truc assez génial avec le pain, c'est que c'est comme une base de l'alimentation, sauf qu'en faisant des recherches, tu te rends compte qu'il y a 1000 façons de faire du pain, avec presque rien, parce que c'est presque rien, ce que ça demande comme ingrédient en matière. Non, presque rien. Et mais par contre, faire du pain, vraiment, ça peut, si tu te fixes des objectifs, ça peut devenir très complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on pense au départ. Et notamment dans des subtilités qui deviennent en fait... la simplicité devient un maximum de contraintes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme plusieurs choses qu'il y a en France. Bon, je prends la France, mais partout. Mais tu vois, les crêpes. Par exemple, moi, je voulais savoir faire les crêpes qui ont le même goût que celles que fait les femmes de ma famille du côté de mon père. Et peut-être c'est le défi de toute ma vie. C'est super dur. Alors que tout a l'air très accessible en fait. Voilà. Et si on... Alors, non mais juste, si on revient sur la question de la pratique, quand j'étais au CNDC, donc à l'école de danse La Angers, je prenais, et le polo c'est un peu ça aussi, je prenais comme geste de base des choses qui nécessitent presque rien, mais qui en fait, plus tu les répètes, plus tu comprends ce que tu veux faire,
et plus en fait la simplicité devient compliquée. C'est-à-dire que ce qui a l'air très simple, en fait c'est très dur. Et là on ouvre le champ immense de l'artisanat en fait, du geste artisanal. Et donc dans mes recherches j'avais beaucoup regardé et cherché sur le geste le béniste, le mec qui fabrique les chaises, enfin tout ce genre de gestes qui en fait ont l'air de rien mais qui sont finalement des années de répétition et de façonnage du geste pour que ça devienne le tien et surtout pour qu'il soit juste par rapport à ton but. Par exemple, je fais ce pain de cette manière-là parce que je veux qu'il ait ce goût-là. Et ça devient fou de faire la pâte en fonction, en se disant si je pétris plus longtemps, ce sera plus aéré, donc le levain aura plus de goût ou pas. Et quand tu plonges dans ça, et après dans les témoignages de boulangers, d'écrits qui remontent hyper lointains, de gens qui parlent, qui ont écrit sur ça, enfin, c'est monumental ce que ça ouvre en fait. Et donc, pendant la semaine chez Ariana, enfin à Niam Niam, j'ai fait que ça, que pétrir et lire. Et pétrir, c'est massa. Si. Pastar, massa. Amasar. Et c'est ça qui était intéressant. C'était pas la performance que j'ai fait à la fin qui était. Bah, je peux pas regarder la vidéo du tout parce que. Mais il y a des vidéos. Ah, secrète. Je crois que c'est. Oui, mais peut-être que c'est la première et la dernière vidéo. Parce que Iñaki m'a dit qu'il voulait pas faire de la vidéo. Non. Parce qu'il croyait que c'était un peu violent. Parce que les Niam c'est trop petit, les gens sont là. Oui. Ils voulaient prendre une documentation, mais il n'y avait pas la manière de faire ça sans enregistrer le public. Ouais. Et c'est pour ça, je crois, qu'ils m'ont appelé. Pour avoir une autre manière de transcrire. De documenter ça. Mais c'est pas très directement. Ouais. Et vous avez fait de la vidéo les 3 jours derniers? Ou seulement la première? Peut-être. Je sais pas. Et tu as regardé la première vidéo? Oui. tu ne l'aimes pas? Ah, mais pas du tout. Et en fait, je suis très en colère contre moi. Non. Mais pourquoi? Non, mais ça va. Ariana, elle serait folle si elle m'entendait. Non, mais parce qu'en fait, putain, c'était hyper important. D'être très humble et simple avec la transcription publique de ce que j'avais fait pendant une semaine. C'était hyper important, tu vois, de dire... En fait, j'ai fait du pain pendant une semaine. Tous les jours, toute la journée presque. Et j'ai lu sur le pain. C'est assez, tu vois, genre, ça va. J'ai pas besoin de faire une performance différente de ça. Sauf que j'ai été piégée par moi et le rapport au spectaculaire, à me dire putain, il y a des gens qui viennent voir, donc il faut que je montre quelque chose plus que ça, alors que pas du tout. Quand j'étais au CNDC, je travaillais comme ça et c'est très bien, parce qu'en fait les gens entrent dans ta pratique de manière très directe. Certains se disent voilà, elle fait toujours la même chose, et certains, tu arrives à toucher quelque chose et à leur dire regardez, un geste répétitif
il n'est pas répétitif, dans le sens que, ça va, on l'a vu ça, mais c'est assez évident, mais une répétition n'est pas la réplique de deux choses identiques, enfin n'est pas une réplique d'une chose identique. Et de deux, on fait tous des gestes ultra répétitifs. Il y a un potentiel et il y a des questions qui émergent de ça qui sont très importantes. Tu vois, genre qui sont liées au travail en fait, qui sont liées aussi à la nature d'un geste et comment est-ce que toi tu peux, si tu es artiste ou si tu es danseur ou performeur ou quoi, est-ce que si on le prend, qu'on le tord un petit peu en le répétant, est-ce qu'on peut en faire un autre geste? Est-ce que ça peut devenir un geste artistique? Enfin, j'en sais rien. Moi, j'y crois. Mais et ce qui est très important là-dedans, c'est la question du temps. Parce que je crois que le temps doit forger une œuvre, enfin, un rapport. Je pense que c'est le temps qui fait une performance, qui fait une œuvre, plus que son contenu. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu vois, j'y crois très fort. Parce que tu vois, si tu décides d'être comme ça, vraiment, en disant je vais prendre le temps d'être comme ça, ton intention va me mettre dans une position où je me dis putain, il est en train de proposer quelque chose. Non, enfin, je dis n'importe quoi, tu vois. Mais ta présence, elle va changer, tu vois. Et c'est ce clic-là qui, pour moi, donne très souvent donne une grande qualité aux performances. C'est quand quelque chose qui pourrait être insignifiant devient finalement très important parce que toi, par ta présence et par ta relation au temps que tu mets là-dedans, dans ce geste, qui n'en est pas un, mais alors tu le fais basculer dans autre chose que Ruben qui me regarde, qui m'écoute parler. En fait, tu peux faire basculer la situation, tu vois. Et moi, j'y crois beaucoup. Et c'est exactement ce que je n'ai pas fait dans la restitution publique. C'est pas grave, c'est passé maintenant. Mais parce que je me suis filmée pendant la résidence. Je me filmais en train de pétrir là, et les vidéos sont bien plus intéressantes. D'ailleurs, c'est ça que j'ai envie d'utiliser. Parce que au fil des vidéos, tu me vois, c'est hyper fatigant par moment. Parce que la pâte, elle grossit. À la fin, j'ai un truc qui fait presque 25 kilos. Donc, et en fait, mon geste, il a changé, tu vois. En 6 jours. T'imagines? Bon, voilà. Je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais... Parce que tu n'étais pas contente, tu n'étais pas avec mais parce que... Ouais. Mais parce que cette question de la répétition, tu vois, elle était vraiment... En fait, elle était très importante. Et ça s'est pas rejoué dans le truc final. Mais le contexte était très particulier. Je crois que j'ai été un peu... le fait d'avoir un truc scindé en 2 parties, quelque chose d'un peu performatif et après un truc plus... Et pour vrai, c'était la première fois aussi. Et c'était aussi la première fois. Il y avait... Bon. Pour tous. Ouais. Mais par contre, les autres choses que j'ai fait à distance, qui étaient finalement des sortes de jeux... Après, ouais. La semaine suivante. Les 3 autres jeudis.
toujours autour du pain, mais par contre avec un système de vidéo, enfin de projection de PowerPoint qui en fait construit un déjeuner autour de gestes et d'actions et qui pour moi était beaucoup plus dans une veine ouais, c'était différent, comment dire. Il y a une sorte de proposition de réfléchir à la matière que tu manipules, comment tu la manipules et qu'est-ce que ça crée comme polysémie. Donc dans le potentiel de vraiment d'ouvrir les sens, les significations que tu mets derrière un geste ou derrière une action, tout en jouant avec le langage, pas mal. Pour moi, il y avait vraiment une veine, parce que c'est quelqu'un qui est important, très important, un artiste français, penseur, qui s'appelle Robert Fillu, et qui me suit un peu comme ça depuis plusieurs années, mais dans les propositions que j'ai faites, il y avait pour moi vraiment une espèce d'héritage Filluesque très fort dans ce rapport à que je pense Iñaki et Ariana aussi, mais je pense tous les deux sont très sensibles à ce rapport à comment très simplement tu peux proposer à quelqu'un de prendre ça autrement, mais que ça devienne super important. Donc ça, bon là c'était le pain, c'était pas les cigarettes, mais à travers autant prendre ça dans sa dimension hyper physique, donc les potentiels, disons plus plastiques, que là il y a des lettres, donc en fait on focus plus que sur ces lettres et ça pourrait être quoi les alternatives à Marlboro, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, ou ça peut être l'aspect social de partager une cigarette, j'en sais rien, tu vois, mais tu sais comment finalement à travers un morceau de pain les enjeux sociaux physiques, sociologiques, économiques, enfin, tout ça pouvait prendre différentes dimensions. Et à chaque fois, les PowerPoint, c'était comme des voix off de moi. C'était comme si moi, je m'adressais aux gens. Et c'était Ariana qui faisait beaucoup le lien, disons, entre le PowerPoint et les gens qui étaient là. Mais, tu ne parlais pas au public? Non. Moi, j'avais tout écrit. J'ai envoyé les PowerPoint à Ariana, puis elle les diffusait sur le mur en général. Et les gens mangeaient pendant qu'ils regardaient les PowerPoint ou après? Non, c'était tout pendant en fait. J'avais décidé de construire les déjeuners. Chaque plat avait une sorte de jeu d'action qui allait avec. Et si tu veux, c'était des plats qui étaient beaucoup à base de pain. Donc il y avait des recettes françaises, ouais. Il y avait des recettes françaises et des recettes aussi catalanes. Surtout catalanes, mais peut-être il y avait le panisuka. Oui, ça les premières on avait fait à la fin. Oui, à la fin. Et il y avait, ils ont fait, non, je sais plus les noms. Migas, peut-être. Migas, oui. Il y avait ça. Il y avait du pain perdu, on appelle. Bon, il y avait plusieurs recettes.
Et comment il a été les rapports avec Iñaki, le travail avec Iñaki, avec la partie gastronomique de ça? C'était très... En fait, je crois qu'Iñaki, il était très intéressé par la recherche autour du pain et finalement de ce que ça ouvrait comme possible. Parce qu'en fait, ce qui est assez fascinant avec le pain, c'est que il y avait la sensation d'avoir presque de découvrir un truc un peu comme le feu ou tu vois, des choses tellement essentielles que aujourd'hui, moi, avec mes amis, on ne réfléchit pas tant que ça à qu'est-ce que c'est le pain en fait. Moi, j'ai rarement eu des discussions avec mes amis en disant le pain quand même. Alors que c'est infini finalement, c'est infini tout ce que ça génère comme matière à penser et à faire, et les deux en même temps. Tu sais que le suivant artiste, Aymar Pérez-Gali, je crois que son projet part un peu d'être un spectateur de tes sessions. Ariana m'avait dit, mais je sais, oui. Je sais pas non plus parce que je suis pas été là. Et je vais avoir un entretien avec lui la semaine prochaine. Mais je sais qu'il a pris de ça le concept de communauté. Ouais. Je crois que le titre c'était Comunitas. Il partait de cette, je ne sais pas comment on dit en français. Avec les germes. Oui. Les germes, c'est ça, hein? Oui. Et la fermentation. Oui. Ouais. Ça. Oui, je me souviens. Parce que j'essayais de suivre un peu avec Facebook. C'est seulement un thème de infini thèmes qu'on peut parler depuis le pain. Parce que quand on était effectivement au début du pain, quand je cherchais autour du pain, Iñaki qui cherchait en même temps à retrouver une référence d'un livre d'un écrivain, d'un mec qui a écrit un livre sur la fermentation, parce que effectivement le levain mère, la massa madre, c'est un principe de fermentation. Et donc c'est à la base juste de la farine et de l'eau qui fermentent, et tu fabriques une massa madre avec ça. Et c'est cette fermentation-là qui permet de faire lever le pain. Et tu sais qu'il y a cette massa madre, et il passe de génération en génération. Exactement, ouais. Que tu passes... C'est incroyable, je ne savais pas. Non, mais c'est dingue en fait. Et ce qui est génial, c'est que bon, alors tu découvres ça, Iñaki qui fait tilt, mais ça me fait penser à ce mec qui a écrit un petit livre. Quand même, il compare effectivement le principe de fermentation, donc biologique, à les relations sociales que les humains et les communautés entretiennent entre elles. Et donc, alors là, tu ouvres des milliards de portes sur des questions un peu folles. Mais tu as pris ça pour les derniers jours, ou ça, c'est parce que ça, je crois, c'est le principe du travail d'Aymar. Oui, mais... Mais pour toi, tu as laissé ça ou tu as pris ce thème dans le... La fermentation? Oui, pour les 3 jours après. Qu'est-ce que c'est ça? C'était un lieu tranquille, calme. Ils font des tests. Ah oui, il y a les mecs là-bas. Bon. Ouais, non, moi j'avais... Enfin, oui, non, enfin... La fermentation... Non,
on peut pas dire que j'avais pris ça comme finalement comme noyau. Enfin, à la fin, c'était pas prédominant. Mais la pâte que j'avais fait pendant la résidence du début, elle a duré tout le mois et elle a fermenté. Donc ça, c'était un truc très important. Malgré tout, tu vois, que cette masse de massa, en fait, elle continuait de vivre et commençait à se sentir mauvais. Enfin, il y avait quelque chose qui se passait avec ça. Je crois que j'ai un petit morceau de sa masse. Ah parce oui? que Aymar m'a donné un cadeau avec ça. Et je l'ai au frigo chez moi. Ah. Mais sûrement, ça c'est la massa madre que tu as commencé à élever. Oui. Peut-être, oui. Je vais lui qu'il demander. Peut-être lui, il en a fait une après, à part. Je ne sais pas, je vais lui demander. Et ouais. Il y avait un truc quand même qui était très important, c'est que dans les 2 ou les 3 autres jeudis, il y avait de la farine qui était et c'était drôle parce que la dernière donc ça s'inscrivait vraiment comme la matière première que moi j'avais décidé à travers le repas qu'elle soit manipulée par les gens aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non. Et que du coup, oui. Et que du coup, cette farine, donc tu avais la massa, tu avais la farine brute, qui elle par contre existait dans les différents jeudis, qui existait différemment. Et qui était, je pense, vraiment manipulée jusqu'à la dernière où c'était la grande fête chez Angelo. Oui. Et voilà. Et donc il y avait de la farine partout en montagne, comme ça sur la grande table. Et que comme c'était une fête le soir, bon, on a rigolé de ça, tu vois, mais on aurait dit, mais une énorme montagne de cocaïne, quoi. Tu vois, il y avait... En fait, ça pouvait basculer un peu tout le temps. Tu sais, c'est un peu comme une blague, tu vois. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il y avait tout le temps, finalement, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout le temps, dans très peu, c'était la farine et l'eau pour faire le pain, à différents stades de comment tu prends les matériaux. Tu avais autant, tu vois, cette sculpture, la montagne, la dose de cocaïne, free, machin, ou le jeu pour, enfin, tu vois, genre un truc un peu de matière première pour sculpter aussi. Donc tu avais ça, et puis tu avais à côté la massa madre qui était vraiment un peu comme une créature qui, au fil du mois, elle par contre s'auto-générait, quoi, s'auto-formait. Et je crois que moi j'étais pas là, mais parce que c'est dur de savoir. Ça aussi qui était assez spécial avec ce projet, c'est que j'ai tout fait à distance après. C'est-à-dire que je me projetais tout le temps. Et je savais jamais vraiment comment ça se passait, les soirées, parce que j'étais pas là. Ah non? Ah non, jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai été là une semaine. Seulement la première semaine? La première semaine. Ah. Et tout le reste du mois, j'ai tout fait, j'ai tout organisé à distance.
avec Ariana Iñaki qui travaillait pour moi tout le temps, mais tout était de la potentielle projection, quoi, tu vois. Donc il t'a raconté après qu'est-ce il qui me racontait, ça très bien, ça a très bien marché. À partir de comment les gens ouvraient les possibles, j'écrivais du vendredi pour le jeudi d'après, d'une semaine sur l'autre. Donc tu vois, c'était j'avais aussi l'impression d'être dans la masse, là, quoi, tu vois, en train de faire quelque chose sans trop savoir. C'était hyper expérimental quand même, pour moi. Tu as continué à travailler à ça? Parce qu'une chose qu'il propose, le Nyam Nyam, c'est de travailler comme une résidence. Tu l'as fait ça? Oui. Mais dans un thème que peut-être tu vas développer ou tu es en train de travailler dans ce Il y a eu un écho de ça dans ton travail là après? Parce qu'il y a 6 mois de ça. Ouais. En fait, l'écho... C'est pas obligatoire. Non, mais... Bon, l'écho qu'il y a eu, c'est qu'après, chez moi, je faisais du pain. Oui. Quand je suis allée m'installer à Marseille. Oui. Et j'étais chez mon ami et j'ai continué à faire du pain. Donc ça, c'est la première conséquence. Et c'est marrant, c'était devenu... c'était, parce que là, j'avais pas trop fait, mais c'est devenu une espèce de pratique d'arrêter, de faire mes trucs et de faire le pain. Pour manger. Mais après, dans le travail, moi, j'avais déjà commencé un projet que là, je suis en train de faire. Parce que je fais une collection de vidéos de danse amateurs que je trouve sur YouTube. Et donc, je constitue une collection avec ça. Et là, je suis avec un ami à moi qui n'est pas vraiment... À la base, il est styliste, couturier. Mais c'est un ami à moi depuis qu'on a 15 ans. Et on danse. Enfin, on adore danser dans les soirées, quoi, dans les fêtes. Et il a une manière de danser qui est très particulière. Je l'ai invité dans le projet. Et là, ce qu'on travaille, c'est une sélection de danse, de vidéos de danse que j'ai sélectionnées dans ma collection et qu'on regarde des milliers de fois pour les apprendre par imprégnation, par, tu vois. Oui. Tu as tellement vu et fait que, au bout d'un moment, j'ai compris comment tu bougeais. Ou j'ai compris, je sens que je bouge comme toi. Donc personne n'a écrit, tu n'as pas écrit ta danse, c'est pas une partition conventionnelle. Mais la partition, c'est la vidéo. Et donc, c'est pas un lien direct avec ce que j'ai fait à Nyam Nyam, mais il y a toujours cette question de... À force de répéter, mon corps commence à comprendre qu'est-ce que c'est que je veux, qu'est-ce que c'est que je sens, et où est-ce que je veux aller avec ça. Mais parce que je l'ai refait. Donc ça, c'est un peu... ouais. Il y a un artiste brésilien qui habite Barcelone, ouais. Qui s'appelle Carolina Bonfim, qui a fait un projet qui consistait à aller tous les jours dans une boîte à danser techno, de la musique électronique. Elle s'aperçoit que les gens à Barcelone dansent très différent qu'au Brésil. Au Brésil, elle vient de Sao Paulo. Donc,
Elle regardait les gens et quand elle arrivait chez elle, ici à Barcelone, chaque soirée, elle commençait à danser pour imiter ce qu'elle avait vu dans la session, dans le soir. Et avec un miroir, elle s'est enregistrée, elle s'est filmée. Et après 6 mois, avec tous les profils. Oui, mais surtout, elle essayait de se fixer dans les gens qui dansaient très différents à elle, surtout. Et avec ça, elle a fait une chorégraphie, une pièce dans laquelle tous les gens, le public était au milieu. Elle était au milieu du public. Elle se mettait des headphones et écoutait de la musique seulement elle. Elle dansait avec toutes ces chorégraphies qui étaient de l'imitation des autres personnes. Ah bien. C'est chouette. Tu as vu ça récemment? Oui. C'est une pièce de... Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais oui, j'ai vu ça, je crois, il y a une année ou des années. Okay. Oui. Carolina Bonfim. Ah, je vais regarder. Oui, ben tu vois, oui, c'est ça. Tu vois, genre, par exemple, ce type de démarche, pour moi, c'est complètement la question du vernaculaire. Tu vois, qu'est-ce que tu trouves là où tu es, et si tu le prends directement, enfin voilà, et que tu décides de le travailler. À Angers, quand que j'écrivais et que je dansais ou que j'écrivais des performances, c'était vraiment un peu mon obsession, quoi, me dire, parce que on est dans un monde où finalement c'est un peu absurde de parler du local, parce que tout a été tellement globalisé que c'est très compliqué, tu vois. Bon, il y a écrit Made in Spain, c'est marrant, mais voilà. Mais bon, tu vois quoi. Finalement, on est entouré que de choses qui sont finalement comme de la digestion par le local de choses globales, enfin qui ont été globalisées. Et un exemple parfait en France, peut-être en Espagne il y a ça aussi, c'est que dans les régions un peu identitaires, un peu fortes, donc en Alsace, au Pays Basque, en Bretagne, le Coca-Cola, ces régions-là, ils ont créé leur propre Coca-Cola. Donc tu as Elsace Cola, Braise Cola, et c'est complètement local, tu vois, dans l'idée. Tu vas chercher un truc qui est mondialisé maximal, et tu le reprends pour le rendre identitairement indépendant et local. Et je pense qu'en 2014, maintenant on travaille finalement beaucoup, on produit beaucoup comme ça. Parce qu'aussi on est dans une époque, une période où on veut retourner au local, aux manières de faire plus proches de notre culture, enfin, de nos traditions. Sauf qu'entre la période où il y avait vraiment du traditionnel que ça, et aujourd'hui où on revient au traditionnel, il y a eu une mondialisation énorme des pratiques et des techniques. Et du coup, cette redigestion-là, elle est passée par le filtre de l'universalisme et du capitalisme, enfin voilà, qui a ses produits. Et du coup, c'est pas moi, c'est des questions, tu vois, c'est pas. C'est pour ça que la question d'une performance vernaculaire,
en soi, elle est absurde. Enfin, tu vois, en soi, elle est pas possible, vraiment, en fait. Sans être extrêmement radicale, comme les anarchistes au Canada, ils sont franchement à 95% vernaculaires, leur mode de vie. C'est-à-dire que ils prennent franchement près de 95% des choses, ça vient de là où ils sont. Mais ils sont complètement coupés du monde. Ils sont sur des îles. Ils ont des terrains. Ils vivent. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de police. Parce que c'est ça aussi l'exception de ces îles-là, c'est qu'il n'y a pas de représentants de l'État. Et donc, en plus, c'est une région magnifique, c'est très bien pour cultiver. Enfin, c'est très riche en termes de potentiel. Donc, tu trouves les matériaux pour construire les maisons, tu trouves les terrains pour faire pousser. Mais tu sais pas combien de temps ça dure, ça, tu vois. Il y a un sociologue qui a écrit un bouquin qui est devenu très connu, enfin en France, américain, Jared Diamond, qui a écrit un livre qui s'appelle Effondrement. Effondrement, tu vois, c'est quand quelque chose collapse. Oui. Et en fait, c'est le collapse des civilisations. Donc, par exemple, les Vikings ou les habitants de l'île de Pâques, Easter. Et c'est très intéressant parce que du coup, ils se posent vraiment la question finalement d'une civilisation qui survit par sa gestion des ressources. Et nous, on est constamment dans ces questions en ce moment. Enfin, depuis... On nous fait entendre que, oui, notre gestion des matières, elle est destructrice, autodestructrice. Alors qu'en fait, moi, je pense que c'est pas vrai. Non, je pense pas. Même si ça a l'air très autodestructeur, mais... Moi, justement parce que je crois qu'on peut pas... En fait, je pense en général que de penser généralement la survie d'une civilisation en prenant un contexte, en prenant un mode de pensée globalisant, c'est une absurdité. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de global et de local. Et c'est pour ça que je ne crois pas dans une théorie de fin du monde. C'est parce qu'en fait, je crois que profondément, l'équilibre est tellement instable, l'équilibre de l'espèce humaine est en fait instable, et que du coup, si ça crache ici, d'un autre côté, en fait, je ne crois pas en général à une direction, tu sais, genre globale. Et même, pour le coup, enfin, tu vois, je trouve que les rapports entre les gens, ils sont pas comme ça, en fait. Moi, je crois que l'humain, il est finalement pas comme ça. Il est pas... mais bon. Il est pas dans un rapport d'enveloppe, genre, tout ça. Enfin, même que c'est... Enfin... Même que, par exemple, produire Coca-Cola, c'est l'illustration de cette idée. Mais si tu veux, on peut aller à Coca-Cola, et puis dans un autre sens, on va faire Alsace-Cola. Et tu vois, pour moi, ça ne cesse jamais
Et en fait, donc dans un sens, c'est de l'autodestruction, mais c'est aussi de l'autoconstruction en même temps. Et pour moi, il y a une équivalence totale entre détruire et construire. Et il y a un rapport dans le temps qui, en fait, est tout le temps en tension. Et c'est pour ça que je suis fascinée par ces deux forces, quoi, le global et le local. Et que je ne serai jamais pour ou contre. Mais parce que je pense profondément qu'on construit un monde comme ça. Surtout aujourd'hui, encore une fois, que par exemple, on a de nouveau des comportements très individualistes, mais malgré tout, les nouveaux systèmes de communication nous refont basculer dans des systèmes communautaires. Sauf que c'est pas les mêmes constructions de communauté qu'il y a 150 ans. Et que, en fait, en permanence, tu observes des forces contraires qui, en fait, produisent un nouveau monstre, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu comme si tu as toujours deux noyaux et puis pour moi ils s'opposent pas. Pour moi ils sont en fait en germe. Enfin ils créent des germes. Et parce qu'on n'a jamais autant parlé d'individualisme. On n'a jamais autant parlé de communauté aussi. Enfin voilà, surtout avec les réseaux sociaux, tu vois. Mais parce que Facebook, par exemple, c'est la porte au narcissisme le plus total, et en même temps à la création de groupes communautaires qui effacent l'individu. Il y a ça, Facebook arrive à créer ça sur une même plateforme. Donc c'est, moi je trouve fascinant parce que je trouve que ça crée des nouvelles formes. Même voilà, je peux trouver ça effrayant, je peux trouver ça, mais j'aime pas trop être dans le jugement négatif positif parce que je suis trop. Finalement, je suis peut-être trop passionnée par ces systèmes-là, même que parfois je les trouve horribles. Mais bon, si j'ai envie de les regarder, il faut que je sorte aussi un peu de ce jugement. Mais putain, je dérive. C'est bien. Mais ouais. On y allait trop loin. Ouais. Mais ça fait partie de ma manière de. Par exemple, la collection de YouTube Danse, c'est vraiment cette question-là. Tu vois. C'est vraiment... par exemple, tu vois, genre quelqu'un, un inconnu total qui danse, la vidéo, elle est merdique, de mauvaise qualité. En fait, il fait un buzz monumental. 1 300 000 vues. Il est toujours inconnu. C'est toujours complètement narcissique, sauf qu'il est devenu autre chose. Enfin, tu vois, genre, tout est tout le temps en train de, finalement, de s'auto-alimenter pour s'auto-déformer avec les paradoxes les plus fous. Internet est magique pour ça, quand même. Oui. C'est comme un amplificateur de tout ça. Ouais. Et c'est vrai que si tu aimes bien regarder ça, c'est infini, quoi. Ça crée... Enfin, ouais. Mais en tout cas, oui. Bon, je parle de ça, ça va un peu loin, mais ça fait partie de mes recherches. Ouais. Je vois. Ouais. Ça me...
moi, c'est bon. Si tu veux dire quelque chose de plus. Mais oui, il y a beaucoup de matériel. Je crois que je peux faire la traduction. Je vais essayer. Oui. Oui. Peut-être pas tout. Peut-être que j'ai fait une sélection. Oui. Mais oui. Je comprends très bien ce que tu dis. Oui. Sin comentarios. Un programa de Rubén Ramos Nogueira para Emisiones Cacatúa que se emite en Teatrón.